Rétro 7. Rétro 7, c'est le condensé de l'actualité de la semaine. Rétro 7, c'est la revue de presse. C'est aussi le décryptage, l'analyse des principaux événements de la semaine avec un ou plusieurs invités. Rétro 7, c'est tous les samedis de 10h à 11h30 sur Victoire FM. Une présentation de Delago. Rétro 7, un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous aucun prétexte. De l'Alliance nationale pour le changement, ANC pour 2022, la remobilisation pour la reconquête du terrain perdu, les derniers développements de la vie politique nationale, notamment le cadre permanent de concertation, la perspective des prochaines régionales, la libération du conseiller spécial du président du MPDD, Paul Missia-Gbeto. Après 9 mois d'incarcération, la plainte du président de l'ANC contre l'ex-directeur de publication du journal La Nouvelle sont quelques-uns des sujets qui feront l'objet de l'entretien de ce matin sur le plan national. L'annonce du retrait des troupes françaises et alliées du Mali, le 6e sommet Union européenne-Union africaine sont sur le plan international les autres événements que notre invité commentera pour nous. Et l'invité de ce jour est le conseiller spécial du président de l'ANC, M. Éric Dupuis. Auditrices et auditeurs de Victoire FM, bonjour et merci d'être fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire. M. Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Abou, bonjour Madame, bonjour Monsieur, les auditeurs de Radio Victoire. Ouais. Mais à votre présentation, j'ajouterai, oui, c'est très important, que je suis également le porte-parole de la ANC. C'est très important quand on est sur une radio comme la vôtre. Je vous remercie. Ce n'est pas en mon nom que je parle, mais au nom de la ANC. Et je suis également le responsable de la communication. C'est parfait. Alors, Monsieur Dupuis, si l'on vous demandait, vous le porte-parole de l'ANC, chargé de la communication, le conseil spécial du président de l'ANC, si on vous demandait de présenter votre parti, l'ANC, à ceux qui ne le connaissent pas, que diriez-vous? L'ANC est un parti qui est créé depuis 2010, le 10 octobre 2010, à la suite d'une scission de l'UFC. Hein. Suite au départ du président national, M. Gilchrist Olympio, qui a choisi de rejoindre M. Fournier Sibé, il y a 90% du bureau national de l'UFC qui a décidé de se désolidariser de cette structure en créant un autre parti qui s'appelle l'Union des forces de changement, et dirigé par M. Jean-Pierre Fabre. Il s'appelle l'ANC. L'ANC, c'est l'Alliance nationale pour le changement. Pour le changement. Donc, c'est un parti qui compte aujourd'hui plus d'une centaine de fédérations, puisque nous avons des fédérations sur tout le territoire national, et dans des préfectures, comme par exemple le Zior ou autres, nous avons 2-3 fédérations. À Lomé, nous avons plusieurs fédérations, suivant l'importance des régions ou des villes. Et nous avons également plusieurs milliers de sous-sections et de sections, parce que nous sommes structurés en fédérations. Les fédérations dirigent chacune environ une dizaine de sections, et les sections dirigent environ une dizaine de sous-sections. Faites le calcul, vous verrez ce que représentent les structures de l'ANC. L'ANC est dirigée par M. Jean-Pierre Fabre, maire de Golf 4, et les instances de décision de l'ANC, c'est d'abord le bureau national, qui compte une 60aine de personnes. Vous avez le comité politique, qui compte une 15aine de personnes, et vous avez le comité restreint autour du président, qui compte à peu près une dizaine de personnes. Et toutes ces structures discutent toutes les décisions du parti. Personne au sein de l'ANC ne prend de décision ou ne s'exprime au nom du parti sans passer par les étapes dont je vous ai parlé. Même le président, régulièrement, avant de prendre des décisions, consulte ces 3 instances. Et c'est fonction de ce que la majorité a proposé que le président prend sa décision. À partir du moment où cette décision est prise, elle devient la décision du parti.
la ligne politique du parti. Elle s'impose à tous. Elle s'impose à tous. Et même si vous, moi, porte-parole de l'ANC, si, par hasard, au comité politique, je n'étais pas d'accord avec la majorité de mes collègues, dans la mesure où la décision est prise, je défendrai, partout où je passerai, la décision prise par le parti, c'est-à-dire la décision du parti. Et je ne mettrai pas en avant mes idées ou mon opposition à cette décision du parti. C'est ça le militantisme, c'est ça le bon fonctionnement d'un parti politique. Alors, si vous avez quitté l'UFC, c'est parce que vous avez sans doute un but, des objectifs. Alors, quels sont-ils? En réalité, on n'a pas quitté l'UFC. C'est-à-dire que l'histoire sera longue si je devais revenir là-dessus, parce que le régime, à travers monsieur le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pascal Boudjouna, a tout fait pour que ça soit ainsi, puisque en 2010, on a voulu faire un congrès de l'UFC, parce que l'UFC, les instances de l'UFC, avaient exclu M. Gilchrist de l'UFC. Et c'est le régime RPT-UNIR qui a permis à M. Gilchrist de reprendre l'UFC, puisque le régime a interdit toute manifestation de l'UFC dirigée par Jean-Pierre Fabre à l'époque, et a interdit toute possibilité de créer un congrès pour remettre à plat la situation. C'est suite à cela que nous avons décidé d'éviter de poursuivre une guerre interne au sein du parti et de créer autre chose. Créer autre chose, c'est dans le but de reprendre le flambeau, de continuer la lutte que nous menions avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'UFC, à l'époque, était en effet dirigé par certaines personnes qui sont aujourd'hui les premiers responsables de l'ANC. Je veux parler de Jean-Pierre Fabre, qui était le secrétaire général, Patrick Lawson, qui était le premier vice-président, Isabelle Améganvi, qui était vice-présidente, et Kakou, qui était vice-président, et ainsi de suite. Isabelle Améganvi, Nambourema Bemba, ainsi de suite. Moi-même, j'étais le responsable de la communication de l'UFC à l'époque. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est près de 90% du bureau national et des fédérations qui ont décidé d'abandonner le nom UFC, parce que quitter l'UFC serait mal comprise par vos auditeurs. Nous avons décidé de changer de nom pour pouvoir poursuivre la lutte pour l'alternance politique au Togo. Dites-moi maintenant, quelles sont les ambitions de l'ANC aujourd'hui pour le Togo? Les ambitions sont toujours les mêmes. Œuvrer pour qu'il y ait l'alternance politique au Togo, pour que demain, tout citoyen, monsieur Agbo, vous-même, vos enfants, puissent avoir de l'ambition pour ce pays. Il ne faut pas que vous apparteniez à un parti donné, au RPT-UNIR, pour pouvoir avoir le droit d'avoir de l'ambition pour votre pays. Il ne faut pas qu'on vous oblige à appartenir à une famille pour avoir le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays. J'ai entendu un acteur politique il n'y a pas longtemps, sur une radio, déclarer. Mais qui est Jean-Pierre Fabre? Il est d'où? Il veut être président, il n'est même pas Kabier. Est-ce qu'on doit être Kabier pour pouvoir avoir de l'ambition pour ce pays? Cela n'a choqué personne. Même le ministre de l'administration territoriale, qui est chargé de veiller à la charte des partis politiques, on en parlera tout à l'heure, n'a pas réagi. Pourtant, ça fait partie des articles, des interdictions qui figurent dans la charte des partis politiques. Vous voyez, c'est ça. C'est pour cela que nous militons pour qu'il y ait une égalité entre tous les Togolais, pour que les fruits issus de la gestion de ce pays puissent être répartis. Je ne dirais pas de manière égale, mais pour que chacun puisse vivre librement et aisément dans ce pays. Pourquoi vous ne direz pas d'une façon égale? Non, parce que ce n'est jamais égal. Ça ne peut pas l'être. Ce serait ce ne serait pas honnête de ma part. Mais pour que chacun ait le minimum vital, que chacun puisse se faire soigner, pour que chacun puisse envoyer ses enfants à l'école. Hein? Tout à l'heure, j'écoutais la radio, des enfants de 12 ans qui sont en apprentissage. Or, d'après la Constitution, les enfants ont l'obligation d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans.
Depuis 2012, le SMIC est à 35 000. Que faites-vous avec 35 000 francs aujourd'hui au Togo? Rien. Les gens ont faim, vous allez au marché, vous allez acheter un bol de doheri, on va vous dire ça fait 500 francs. Vous ne pourrez même pas préparer un adémé avec. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui vivent dans l'opulence. Le chef de l'État avait dit à l'époque qu'il y a une minorité qui accapare les richesses de ce pays. Ça s'est arrêté là, c'est un effet d'annonce. Mais rien n'a été entrepris pour arrêter cela et aider ceux qui sont dans la pauvreté extrême de vivre un peu mieux. Voilà. Et dites-moi, à quelle place ou à quelle position sur la scène politique, je veux dire, voyez-vous aujourd'hui l'ANC étant entendu que la première place est occupée par unir le parti au pouvoir? Vous me posez une question bien difficile, parce que celui qui danse ne s'apprécie pas lui-même, dit-on dans notre langue. Honnêtement, si on voit l'implantation de l'ANC, son organisation, l'ANC fait partie des partis politiques de premier rang dans notre pays. Tout à l'heure, je vous disais que nous avons plus d'une centaine de fédérations qui fonctionnent régulièrement. Moi-même, je suis président d'une fédération de Golf 2. J'ai 10 sous-sections qui se réunissent de manière hebdomadaire. Ça tourne. Alors, si vous avez la capacité d'animer autant de fédérations et autant de sections et de sous-sections, ça veut dire que vous avez une implantation quand même qui compte. Si vous devez vous référer aux dernières élections, que nous n'appelons pas des élections, vous pouvez dire « Ah non ». Mais la réalité est là. La réalité est là. L'ANC est l'une des premières forces politiques, notamment de l'opposition dans ce pays. Yeah. Mais, à comparer avec RPT Unir, là je mets un grand point d'interrogation, puisque pour moi, il s'agit d'un parti État. On ne peut pas comparer un parti État à un parti politique qui est basé essentiellement sur la population. Non, mais il n'y a plus de parti État au Togo, vous savez que... Moi je vous dis que c'est un parti État. Vous savez, comment fonctionne un parti politique? Un parti politique fonctionne avec les cotisations des militants et les dons par-ci par-là. Mais quand vous avez un parti État, quand il s'agit de faire des campagnes électorales, ce sont des véhicules de l'État, avec les plaques minéralogiques cachées qui circulent. Ce sont des ministres, ce sont des directeurs de sociétés d'État. Mais s'ils appartiennent au parti au pouvoir, vous n'allez pas leur refuser de faire la campagne? Oui. Qu'ils fassent la campagne, mais pas avec les moyens d'État. Les véhicules d'État doivent rester dans les garages. On ne met pas sur un véhicule d'État un petit sparadrap pour dire que on cache les plaques minéralogiques. Non. Monsieur Dupuis, l'ANC était incontestablement à une époque le plus grand parti de l'opposition et son président était donc le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, c'est l'UFC que vous avez quitté et c'est l'UFC, le parti dont vous avez divorcé et qui a ce titre de chef de l'opposition. Comment est-ce que vous vivez cette situation à l'ANC? Je crois que Jean-Pierre Fabre a déjà répondu à une telle question en disant que l'ambition d'un homme politique, ce n'est pas d'être le chef de file de l'opposition, mais c'est d'avancer jusqu'à son objectif premier, qui est la prise du pouvoir, gérer le pays. Mais c'est pas déjà quelque chose d'être le premier parti, officiellement d'être... Officiellement, on s'en fout. Mais aujourd'hui, j'estime que l'ANC est le premier parti politique de l'opposition. C'est vrai. Je ne peux pas, moi, me fier à l'élection de 2018, aux législatives de 2018. Vous savez ce qui s'est passé en 2018. Et c'est nous qui avons décidé de ne pas prendre part à ces élections. Parce que la CEDEAO a joué un rôle néfaste dans les négociations que nous avons eues avec le régime. Si la CEDEAO avait respecté ses engagements, nous n'en serions certainement pas là. Quand on était à Conakry, les promesses faites par le président guinéen, tout ce qu'il nous avait dit concernant l'organisation de la CENI, l'organisation des élections, arrivé ici, cela n'a plus été la même chose.
comment voulez-vous aller à des élections dans ces conditions-là? Nous avons dit non. Et je reste persuadé que si nous avions pris part à ces élections, nous aurions eu plus que 18 députés à l'Assemblée nationale, ce que nous avions avant. Ça veut dire que vous regrettez le fait d'avoir boycotté? Je n'ai pas dit qu'on regrette, j'ai dit on a refusé en toute connaissance de cause. Et j'ai dit comment voulez-vous aller à des élections dans ces conditions? Ce n'est pas un regret. Ce n'est pas un regret. Si c'était à refaire, nous le referions. C'est ça l'honnêteté politique. Nous ne faisons pas de la politique du ventre. Nous ne courons pas après les sièges. Nous défendons l'intérêt de la population avec intelligence et respect. C'est ça la vérité. Alors, l'opposition était comme, et même jusqu'à présent, comme dans une léthargie, un coma, y compris votre parti. Vous allez vous me démentir si ce n'est pas le cas. Et les sorties des responsables des partis d'opposition se résumaient presque à des invectives les uns contre les autres. Vous avez à l'ANC reçu beaucoup de coups et vous en avez vous aussi asséné à vos anciens camarades. Alors, l'ANC a toujours déclaré que son seul adversaire politique est et demeure unir. Alors, qui, dit-elle, devrait être la cible des véritables forces démocratiques? Avez-vous changé de stratégie? Monsieur Adou. Oui, monsieur Dupuis. Je ne sais pas si vous avez entendu un des premiers responsables politiques de l'ANC asséner des coups à qui que ce soit dans l'opposition. Si vous en avez un seul, citez-le. Oui, là, j'ai écouté M. Jean-Pierre Fra dire que l'ANC et le PNP a beaucoup menti, a dit beaucoup. Est-ce que ce sont des mensonges? Bon, est-ce que c'est des choses à dire sur la place publique? Est-ce que ça Mais mobilise les militants? Est-ce que parfois il ne faut pas dire la vérité aux militants et aux sympathisants? Bon, bref, est-ce qu'il y a eu des coups donc de l'ANC? Est-ce qu'il n'est pas bon de dire ce ne sont pas des coups, c'est la vérité? Ce qui est inadmissible, M. Adbou, si vous m'avez donné des coups, et je dis vous m'avez donné des coups, je ne dis pas je dis la vérité. Mais si vous dites que j'ai reçu de l'argent, sachant très bien que je n'ai pas reçu, c'est des mensonges. Ce que M. Fabre a dit concernant le PNP, c'est une réalité. On était à la C14 quand le président ivoirien a donné de l'argent devant tout le monde à la C14. Pourquoi voulez-vous que M. Saman aille dire que c'est de l'argent de M. Fabre? Il y avait Brigitte Adjamagbo, il y avait tout le monde qui était là. Pourquoi? Si vous ne voulez pas salir, alors M. Fabre n'a pas le droit de le dire. Il a pleinement le droit de le dire. Pour que les populations comprennent que ça n'a pas été ainsi. Quand Mme Adjamagbo Johnson dit que Jean-Pierre Fabre est allé négocier un poste de maire, sachant que c'est totalement faux, Jean-Pierre Fabre a le droit d'expliquer les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Je ne vais pas revenir là-dessus, puisqu'il en a parlé devant vous ici. Est-ce que ça, c'est des coups? Non, monsieur. Ce ne sont pas des coups. Mais quand Monseigneur Audrou insulte en disant « ce sont des traîtres, ils ont trahi la lutte, ils sont riches, ils ont ceci ou cela », et que pendant des mois, ceci a été étalé sur la place publique, ça, ce sont des coups. Et c'est ça qui a mis en léthargie, comme vous dites, toute l'opposition. La DMK a cherché à détruire toute l'opposition et à détruire des années de lutte que nous avons menées jusqu'ici. Est-ce qu'on a le droit de dire qui est responsable de quoi? On a le droit. Nous, hommes politiques, nous avons le droit de dire voilà la situation, voilà les responsabilités. On doit situer toutes les responsabilités si on veut aller de l'avant. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Êtes-vous prêt aujourd'hui à enterrer la hache de guerre entre vous? Oublier par exemple ce que vous reprochez au PNP, les excuses que vous exigez de la DMK? Il n'y a pas de hache de guerre entre nous. Il n'y a pas de hache de guerre, puisque nous, on continue à travailler. Mais si je chemine avec vous, M. Adbou, et qu'à un moment donné, je sens une trahison entre nous, et qu'il y a une certaine méfiance, il y a certaines confidences que je ne vous ferai plus. Parce que je ne vous ferai plus confiance. On ne décrète pas de l'existence d'une confiance. Une confiance se vit au jour le jour. Une confiance se cultive. Vous n'allez pas me dire, ah,
oublions tout ça et recommençons comme avant. Je vais être trivial. Vous m'en excuserez. Si votre compagne vous trompe, va avec un autre homme, et vous en avez connaissance, et qu'à partir de ce moment-là, il y a un doute qui est créé au sein de votre famille, même parfois, manger à table vous serait difficile. Même dîner ensemble vous sera difficile, ça vous posera des questions. Même vous douterez parfois de vos propres enfants. Est-ce que ce sont les miens? Et pourquoi vous ne comprenez pas que dans un parti politique, dans les relations politiques, cela puisse exister? Moi je dis, je n'ai pas confiance au RPT Unir, je le dis, puisque des propositions, des promesses qui ont été faites à maintes reprises n'ont jamais été tenues. On s'est rencontrés, on a discuté, on a négocié. En 2018, on est allé à Accra avec les responsables politiques togolais. On est allé, on a fait des rencontres à Lomé à plusieurs reprises, ainsi de suite. Qu'en est-il sorti? Rien du tout. C'est toujours un marché de dupes. En 2006, dans ce pays, on a négocié. Au Togo, on est allé au Burkina Faso, sous la houlette de Blaise Compaoré. On a signé un accord devant le président de la République, M. Fognan Sibé. Et oui, cet accord, l'APG, qu'est-il devenu? Si on avait respecté cette signature, cet accord, aujourd'hui on n'en serait pas là. On aurait eu l'alternance et le Togo aurait évolué comme tous les autres. Malheureusement, si vous me trompez une fois, deux fois, vous me bernez une fois, deux fois, il faudrait que je sois bête pour continuer à vous croire. Les Togolais se sont trop mentis et trompés, disait il n'y a pas longtemps un connaisseur de la classe politique togolaise, Monseigneur Bariga. Alors, dites-moi, Monsieur Dupuis, à quelles conditions votre parti, l'ANC, est-il disposé à participer aujourd'hui à un nouveau regroupement de l'opposition? Nous ne participerons plus à un nouveau regroupement de partis de l'opposition. Ça, c'est clair. Le président l'a dit, il a dit encore dimanche dernier, nous ne le ferons plus. Cela ne veut pas dire que nous ne travaillerons pas avec d'autres partis politiques. Travailler avec les partis politiques, nous pouvons organiser de manière ponctuelle des activités communes, puisque à condition que nous ayons les mêmes objectifs et que nous ayons déterminé les bases de manière claire et précise. Est-ce à dire que plus jamais on ne verra l'ANC se mettre avec d'autres partis pour désigner un candidat unique de l'opposition, par exemple? Quelle est l'importance de la désignation d'un candidat unique? La désignation d'un candidat unique peut se justifier quand les élections sont à un tour. Mais dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons obtenu le scrutin uninominal à 2 tours, nous pouvons nous mettre d'accord pour que tout le monde y aille, se batte, c'est le travail sur le terrain. Et qu'au second tour, nous tous, nous mettions derrière celui qui est le mieux placé. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Pourquoi voulez-vous désigner quelqu'un? Moi, mon parti me désigne. Vous, votre parti vous désigne. Parce qu'on va aller chercher un évêque qui va réunir les anciens barons du RPT pour désigner pour vous, opposition, votre leader. Et qui, ces barons ne connaissant pas les autres leaders, mais ne connaissant que leur ancien ami, puisqu'il a été Premier ministre, vous allez gober cela? Ne soyez pas puéris. Mais votre parti, ça fait votre ancien parti, devait déjà bénéficier de cette stratégie-là. Quelle stratégie? La désignation des candidats uniques de l'opposition. Mais c'est d'un commun accord, c'est pas un évêque qui est venu avec l'onction du Saint-Esprit pour le désigner. Oui, bien sûr. Et là, nous nous situons dans un cas bien précis. C'était en 2005. J'étais le responsable de la communication de ce regroupement. Et ce regroupement, qui était le responsable de ce regroupement? C'était Maître Agboivo. C'est dans son bureau que les réunions se tenaient. Paix à son âme. Non, ce n'est pas la même chose. On ne réunit pas. Donc Bob Akitani qui avait été désigné. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas faire la même chose aujourd'hui? Mais on n'a pas créé un regroupement qui porte un nom, ainsi de suite, avec un secrétaire. Non, non, non. Ça a été
créé ponctuellement pour favoriser, parce que monsieur le général Eyadema venait de mourir, et la tension qui était au Togo, il fallait rapidement trouver une solution pour pouvoir renverser la vapeur. Mais à l'époque, c'était un scrutin uninominal à un tour, et non à 2 tours. C'est ça la réalité. Donc, si demain, une situation donnée devait permettre quelque chose d'analogue, pourquoi pas? Mais c'est une situation donnée. Parce qu'un parti politique est créé pour travailler, œuvrer pour son accession au pouvoir. Quelqu'un qui n'appartient pas à un parti politique, qui ne connaît pas les fonctionnements d'un parti politique, n'a aucune capacité de décider de qui peut être candidat ou pas. Alors, maintenant, à votre avis, comment l'opposition doit-elle relancer la lutte afin d'atteindre ses objectifs? Oh, c'est très simple. C'est très simple. Le travail d'un parti politique, c'est le terrain. Vous m'excuserez, ce n'est pas la radio, ce n'est pas WhatsApp. On ne peut pas exclure la radio. Non, mais attendez, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas TikTok, hein, c'est le travail sur le terrain, c'est-à-dire parler aux populations. Quand vous parlez de WhatsApp, combien de Togolais ont cette capacité d'aller sur WhatsApp? Quand vous parlez de radio, nous sommes en train de parler, nos amis de Dapaon n'entendent pas ce que je vous dis. Il n'y a que TVT qui va jusque dans le nord. Mais le message que vous véhiculez sur les radios, même si tout le monde ne vous écoute en même temps, ça peut mais par contre, est-ce que vous pouvez vous passer des médias? Non, je ne dis pas cela. Non. Je ne dis pas cela. Il faut que chaque parti, c'est en réponse à votre question, il faut que chaque parti aille sur le terrain, rencontrer sa base, rencontrer les populations, expliquer honnêtement la réalité des choses. C'est ça le travail du terrain. Et en fonction de ça, on verra le poids de chacun sur le terrain. Et on va s'apprécier, on va se jauger. Moi, je n'irai pas sur le terrain pour insulter ou saboter le travail d'un opposant. Mon seul adversaire, c'est le MPTVI. C'est lui que je combats. Je ne combattrai jamais quelqu'un d'autre. En 2020, malgré les insultes, malgré les attaques contre Jean-Pierre Fabre, lors de nos meetings, parce que j'ai fait toute la tournée présidentielle avec Jean-Pierre Fabre, à aucun moment on a critiqué les autres candidats de l'opposition. Ce n'a pas été le cas pour tout le monde. Alors, M. Dupuy, le chef de l'État a déclaré en début d'année être convaincu que c'est au moyen du dialogue que les solutions les plus pertinentes peuvent être trouvées pour notre pays. Alors, converti en action, ces propos ont couché le cadre permanent de concertation et qui a déjà tenu une première réunion, mais l'ANC n'y était pas. Alors, est-ce pour éviter une nouvelle contestation au sein du parti, comme ce fut le cas lors de votre participation aux travaux de la CENAP, que vous avez refusé le nouveau dialogue proposé par le pouvoir? Pour la situation du chef de l'État, la citation du chef de l'État que vous venez de dire. Oui. Quand on aime le dialogue, quand on prône le dialogue, excusez-moi, quand on vous écrit, vous répondez et vous recevez la personne. N'est-ce pas? Si vous prônez le dialogue, M. Agbo, et que je vous écris 3 fois pour vous dire, M. Agbo, je veux vous rencontrer pour telle raison. Pas une réponse, pas de rencontre. Est-ce que vous-même, au fond de vous-même, vous pensez que vous aimez le dialogue? Alors vous voulez dire que l'ANC a écrit 3 fois au président? Jean-Pierre Fabre a écrit 3 fois au chef de l'État pour le rencontrer, pas une réponse. C'est ça le dialogue? M. Fognacide est très fort. Tout à l'heure, je vous disais, il y a une minorité qui accapare les richesses du pays. Sans suite. Ah, le dialogue. On vous écrit, vous ne répondez pas. C'est ça le dialogue? C'est ça, ça veut dire que vous aimez le dialogue? Donc c'est pour ça que vous avez refusé le... Alors, la CNAP, vous l'appelez CNAP, moi je dis la CNAP, c'était ça aussi une farce. Une farce, c'est en vaudeville. À laquelle vous avez parti jusqu'au bout, pratiquement. Non, monsieur. Non, monsieur. On a commencé, on était représenté par monsieur Patrick Lassane, et au bout de quelques temps, on a dit non,
on a écrit à M. Boupessi, le ministre d'État, pour lui dire que nous constatons que nos préoccupations ne sont pas prises en compte. Et on lui a rappelé. Jean-Pierre Fabre l'a rencontré pour lui dire ça n'a servi à rien. Nous avons fait 2 conférences de presse. Et nous avons écrit pour dire que nous suspendons notre participation. Mais avant cela, dès la première lettre, M. Patrick Lawson ne prenait plus part aux discussions, puisque nous lui avons dit au ministre que M. Patrick Lawson ne reprendra sa représentation au sein de la CNAP que lorsqu'on aura eu une réponse satisfaisante de sa part. Cela n'a pas été. Donc nous n'avons pas attendu la fin pour partir. Nous sommes partis bien avant la fin. Et je suppose même que c'est notre départ qui a accéléré la fin de cette rencontre. Puisque vous devez savoir que tous les sujets écrits à l'ordre du jour n'ont pas été abordés avant qu'un terme soit mis à cette rencontre. Maintenant, on nous demande de prendre part à un comité de suivi pour suivre quoi? C'est le cadre permanent de concertation. Non, mais un cadre permanent de concertation, c'est pas la première fois qu'on connaît ça. C'est pas la première fois qu'on voit cela. Pour se concerter sur quoi? On vous a écrit pour vous dire nous aimerions que lors de nos rencontres, nous puissions discuter de ça, de ça, de ça. Et, en résumé, revoir le cadre électoral pour que, au lendemain des élections, il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de suspicion de fraude. C'est ça, nos préoccupations. Vous refusez. Vous allez aller dans un cadre permanent de concertation pour répéter la même chose. Mais ça sera une discussion de sourds. Parce que vous êtes là, vous êtes entouré des partis politiques qui représentaient à l'Assemblée nationale, qui sont tous acquis au régime RPT unir, parce qu'il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale, je le dis, il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais la loi dit qu'il faut qu'on écrit pour dire qu'on est assemblée du pouvoir ou de l'opposition. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est normal qu'un parti politique écrit pour dire je suis de l'opposition? Moi, je crée un parti, moi, RPT unir, je crée un parti. Et je dis, allez vous présenter comme opposant. Je dis, je suis opposant, mais je soutiens l'action gouvernementale. Vous allez dire quoi? On n'est pas des gamins. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui, monsieur, si vous refusez le dialogue, comment la classe politique va-t-elle procéder pour trouver de façon consensuelle des solutions aux problèmes? Monsieur Agbo, dans quel cadre vous allez discuter des problèmes? Monsieur Agbo, oui, on ne refuse pas le dialogue. Vous avez vu nos dernières déclarations, nous sommes toujours ouverts à toute discussion avec le régime. Et ils le savent. Ils le savent. Mais vous avez refusé le CPC. Ça veut dire que vous êtes fermé aux discussions au sein du CPC. Il faut que le CPC soit autre chose. Il faut que ça a une certaine crédibilité d'abord. Une certaine crédibilité d'abord. Abordons les sujets qui sont importants pour notre pays. Mais vous savez qu'en refusant d'y aller, vous allez subir la décision qui seront prises au sein du CPC. Vous les subirez. Et même si vous y allez, vous subirez quand même. Alors, vous faites quoi? Vous n'y pouvez strictement rien. Il faut que le régime RPT unir, les dirigeants de ce pays, le gouvernement, aient un minimum de respect pour l'opposition. Qu'ils aient un minimum de respect pour le peuple togolais. S'ils ont des respects pour nous et qu'ils respectent la parole donnée, peut-être que nous allons nous asseoir sur la même table avec eux. Vous savez, lors des concertations avec la CEDEAO en 2018, j'ai pris part au comité préparatoire. Nous avons travaillé pendant 5 jours. Nous avons rédigé un beau document. En face de moi, j'avais M. Bawara et M. Boupessi. On a signé, on devait respecter ce document-là à la lettre pour éviter qu'on se retrouve désormais dans les situations comme par le passé. Dès qu'on est sorti de là-bas,
ça a été jeté à la poubelle. 5 jours de travail, de discussion, sous la houlette de M. Kandapa, ministre de la Sécurité ghanéenne. C'était mis à la poubelle. Ça s'appelle du foutage de gueule. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Et vous voulez qu'on continue ceci ad vitam aeternam? Ça permet au régime de gagner du temps. On vous fait miroiter des choses que vous savez vous-même que vous n'obtiendrez jamais. Et vous continuez à le faire? Il faut être masochiste ou naïf. Nous demandons au régime de faire montre d'un peu plus de compréhension, d'un peu plus d'humilité, d'un peu plus d'écoute, d'un peu plus d'égard vis-à-vis de l'opposition et du peuple togolais. Et ça ira certainement mieux. Alors, la rencontre du président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, avec les militants de la fédération NC du 3e arrondissement, j'espère que je ne me trompe pas, c'est ça. De Lomé. Alors, est-ce que cette rencontre marque le début de la mobilisation des troupes du parti pour les prochaines régionales? Vous savez, on a commencé ceci depuis, pas dans les régionales. Attention, la fin de votre interrogation me permet de revenir en arrière un tout petit peu. Nous avions commencé déjà des tournées à l'intérieur du pays. Nous avons envoyé des équipes du secrétariat général pour rendre visite à toutes nos fédérations. Dans un premier temps, c'était la région maritime. Toutes les fédérations de la région maritime ont reçu la visite de plusieurs équipes du secrétariat général, puis la région des plateaux, la région centrale de Kara, puis on a terminé par la région des Savanes. Ceci nous a pris à peu près 6 mois. Donc il y a beaucoup de travail, des rencontres, des discussions, pour voir si nos fédérations fonctionnent bien. Parce que quand vous parlez de mobilisation, la base, le socle de la mobilisation, c'est le travail des fédérations. Les fédérations font de sorte que des villes, des cantons au village, des groupes d'hommes et de femmes travaillent. Dans chaque fédération, vous avez le bureau fédéral qui compte entre 10 et 15 personnes. Dans les sections, en moyenne 10 personnes. Dans les sous-sections, en moyenne 10 personnes également. Le président, le secrétaire, ainsi de suite. Ces gens-là sont chargés de faire la mobilisation à la base. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, ce n'est pas du tout dans l'objectif des régionales que M. Fabre s'est déplacé à Baie. Kamaroudou. Pardon? Non, c'est pas Kamaroudou. C'est déplacé la dernière fois, le 3e arrondissement. C'était pour rencontrer la fédération. La fédération qui compte 13 sections, donc toutes les 13 sections étaient représentées, ainsi que la DNC, c'est-à-dire la section des dames, et la JNC, la jeunesse de l'ANC. Donc, c'est une réunion de travail, effectivement, pour lancer la mobilisation. Et nous avons été très satisfaits de cette mobilisation. Non seulement les militants étaient présents, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dehors, qui ont assisté dehors parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle. Aujourd'hui, vous savez que la Covid-19 nous oblige à respecter la distanciation sociale, mais ça n'a pas empêché que depuis son domicile jusqu'au lieu de rencontre et du lieu de rencontre jusqu'à son domicile, c'est des centaines de personnes qui l'ont acclamé et l'ont suivi. Ça veut dire que les populations ont bien compris la situation et ça a été annoncé que très prochainement, au mois de mars, début mars, je crois que ça doit être le 13 mars, il y aura la même chose à Baguida. Et puis, ainsi de suite. Oui, monsieur Dupuis, j'ai entendu des gens se poser cette question. L'état d'urgence n'est pas encore levé, les restrictions liées au Covid-19 ne sont pas encore levées. Et comment est-ce que vous permettez d'avoir des réunions de cette nature? Le APT n'a pas fait des réunions à l'intérieur du pays il n'y a pas longtemps pour sensibiliser, former les militants.
Pourquoi la question n'a pas été posée au chef de l'État, qui est le président de ce parti? Ils le font. Ils le font. Et non seulement ils le font, mais ils font venir des gens de partout. Ils sont nombreux. Moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des reportages sur TVT. Pourquoi cela ne choque pas? Et que cela choquerait pour un parti de l'opposition? Il y a d'autres partis de l'opposition qui ont fait des formations. C'est le travail d'un parti politique. À moins qu'on interdise désormais aux partis politiques de mener leurs activités politiques. Bien. On ne peut pas pour l'instant faire de grands meetings comme on le faisait par le passé, mais on est obligé d'aller à la rencontre de nos populations, d'aller à la rencontre de nos fédérations. Cela fait partie de nos activités. Bien, alors on va avancer. Tirant donc les leçons, revient, j'avais posé une question, j'avais parlé des régionales. Alors, tirant les leçons des boycotts des élections que vous avez observés par le passé, l'ANC avait déclaré, je crois, entre-temps, avant en avoir fini avec cette politique. Êtes-vous donc prêt à participer aux régionales? L'ANC n'a jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais. Au Conseil national du 10 octobre 2020, si vous regardez les résolutions, si vous regardez les recommandations, si vous regardez les recommandations, vous ne trouverez nulle part ce que vous avancez. Donc ça veut dire que vous êtes encore prêt à l'avenir encore observer Je dis, ça n'a jamais été dit. Oui. Mais par contre, quand on a publié le rapport des débats, on a dit que dans les débats, certains membres de nos bureaux ont demandé cela. Mais le Conseil national ne l'a pas retenu comme principe. Nous sommes un parti politique. Un parti politique doit toujours être prêt pour toute échéance électorale. Toute échéance électorale à tout moment. C'est ça la vocation d'un parti politique. Oui. Sinon, vous prenez des armes. Ce n'est pas notre objectif. Nous allons nous battre pour gagner les élections et prendre le pouvoir, si c'est possible, avec le soutien des populations. Donc, pour ce faire, c'est un travail permanent, c'est la présence sur le terrain, c'est un travail interne pour la collecte des résultats, c'est un travail permanent pour préparer nos candidats, et ça, nous le faisons. On exclut donc Pour l'instant, nous n'excluons rien. Un parti politique qui vous dit « je n'irai plus jamais aux élections » ou « je ne vais plus jamais boycotter une élection » est un parti politique qui se tire une balle dans les pieds. C'est totalement irresponsable. Nous aviserons le moment venu si nous prenons part à une consultation électorale ou pas. Oui, à quelles conditions allez-vous accepter de participer, par exemple, aux prochaines régionales? Mais comment voulez-vous que je le sache puisque je ne sais pas comment ces élections vont être organisées? Aujourd'hui, vous allez m'en parler peut-être. Il y a eu un avant-projet de loi sur la décentralisation, les régionales. Le gouvernement ne sait même pas comment cela va être organisé. Et vous voulez qu'aujourd'hui, moi je vous dise déjà quelle est ma position face à ça? Je ne sais pas comment ça va se faire. Alors nous sommes, je ne sais même pas s'il y aura les régionales en 2022. Je n'en sais rien. Mais un parti devrait déjà avoir certains critères pour dire, bon, voilà, si j'ai ces critères-là, Ce n'est pas une question de critères. Nous disons depuis des années, et nous l'avons répété à la CNAP, et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un seul objectif. Nous demandons toujours la même chose au régime RPT uni, nous demandons toujours la même chose au gouvernement. C'est la même chose, vous allez me dire. C'est faisons en sorte que les élections soient transparentes et équitables. Si nous savons qu'il y a un minimum de transparence dans les élections, nous prendrons notre décision. Si nous voyons que tout est fait et que tout est gagné d'avance, peut-être que nous n'irons pas. Mais ce n'est pas Éric Dupuis qui va en décider sur le plateau de Radio Victoire,
il appartiendra au Bureau national d'en décider en toute connaissance de cause. Oui, tout à l'heure, vous évoquiez justement l'avant-projet de loi portant création des collectivités territoriales régionales. Voilà, donc un avant-projet qui a été adopté par le Conseil des ministres. Oui. Alors, une création qui serait, selon le gouvernement, déterminante dans le cadre de la préparation des élections régionales à venir. Là aussi, alors, si vous aviez des propositions à faire au gouvernement, quelles seraient-elles par rapport à ce avant-projet? Pour l'instant, c'est un avant-projet. Oui. Il n'y a rien dedans. Ce ne sont que des intentions, des idées. Le jour où le projet sera préparé pour être envoyé à l'Assemblée nationale, nous aurons des éléments pour pouvoir en juger. Mais, je ne vous demande pas quel jugement vous portez sur l'avant-projet, mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans cette loi-là, si elle doit être votée comme loi de la République? Mais si nous voyons ce qui s'est passé aux dernières locales, il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des communes qui n'ont même pas de quoi vivre. Oui. Des communes qui ne peuvent même pas survivre. Comment peut-on créer des communes comme ça? Il y a des communes, notamment à Lomé, où il y a un problème de territorialité. On en a parlé. Il y a des problèmes de prérogatives des élus locaux par rapport à l'EPAM. Il y a des problèmes de prérogatives des élus locaux par rapport au ministère de l'administration territoriale. Je peux vous dire que c'est un parfait cafouillage. Je ne sais pas comment nos frères qui sont dans ces situations se débrouillent, mais c'est à s'arracher les cheveux. C'est à s'arracher les cheveux. On n'a pas, il n'y a pas de limite. Vous demandez ceci, on vous dit ah, ça appartient à l'EPAM. Vous dites ceci, ah, ceci. Mais les marchés, qui gère les marchés? Or, quand vous regardez dans les textes, c'est prérogative des maires, des communes. On vous enlève les choses. Regardez Lomé, le Grand Lomé. Il n'y a pas de maire à Lomé. Au dernier moment, on crée le Grand Lomé avec peut-être un gouverneur. Jusqu'à présent, il n'est pas nommé. Ce cafouillage-là, on ne l'a pas encore réglé et on va vers autre chose encore. Je vais en savoir davantage avant de m'exprimer, mais je crains. Voilà. Le gouvernement a aussi adopté notre avant-projet de loi portant, et cette fois-ci c'est modification de la loi portant charte des partis politiques. Alors, vos observations, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans Nous l'avons touché du doigt tout à l'heure. Oui. Nous l'avons touché du doigt tout à l'heure. La loi portant modification de la charte des partis politiques. Bah, vous savez qu'un parti politique et ça aussi, c'est un avant-projet. On n'a pas encore le contenu. Mais si on passe rapidement là-dessus, qu'on demande à un parti politique d'avoir un siège, ça figure déjà dans la charte, la précédente charte. Ça figure, ce n'est pas nouveau. Quand on demande à ce que la finance soit gérée sainement, ça figurait déjà. Pour nous, le plus important, c'est de clarifier un peu la charte des partis politiques et de faire respecter la charte des partis politiques. Aujourd'hui au Togo, nous avons plus d'une centaine de partis politiques qui ne fonctionnent pas, qui n'existent que sur le papier. Donc le gouvernement a raison donc d'initier cette à condition d'aller plus loin et de faire respecter la loi. Vous savez, je prends l'article 3 de la charte des partis politiques du 12 avril 1991. On dit dans l'article 3, s'interdire le recours ou l'incitation à la violence et à la haine. Le régime lui-même le répétait. La violence, nous l'avons subie dans nos chairs pendant des années. Et oui. Jean-Pierre Fabre, il était président du groupe parlementaire UFC. Un gendarme lui a asséné un coup dans le dos. Énorme. Il avait discuté avec le gendarme, il se retournait pour monter dans la voiture, paf! Jean-Pierre Fabre a porté plainte auprès du tribunal de Lomé. Il n'a jamais eu de suite. Le régime a protégé cela. On a cassé la maison de Jean-Pierre Fabre.
On est rentré jusque dans la chambre de sa mère. On m'a tiré des gaz lacrymogènes dans ma voiture. Il y a eu des blessés. Cette violence-là, ça vient d'un parti politique. Ça n'a ému personne. Je vais plus loin. Oui, mais vous savez... Proscrire toute forme de tribalisme, avant d'y aller, je vous en prie. Et vous savez que le pouvoir aussi accuse les partis d'opposition de commettre des violences, surtout lors des manifestations. Comme apporte la preuve. Comme apporte la preuve. C'est la violence qui appelle la violence. Je vais plus loin. Proscrire toute forme de tribalisme, d'ethnocentrisme, de régionalisme, de racisme, de xénophobie et d'intolérance religieuse. Toujours l'article 3. Je vous disais tout à l'heure, quand un responsable politique, je l'appelle ainsi, Kizé, député à l'Assemblée nationale, disent de Jean-Pierre Fabre, qui est ce Jean-Pierre Fabre? Il n'est même pas togolais. Qui il est pour vouloir être président au Togo? Il est Kabylie? Ça n'a ému ni le président de la présidente de l'Assemblée nationale, ni le ministre de l'administration territoriale. Or, c'est en violation de l'article 3 de la Charte des partis politiques. Alors, ce que je demande, si on veut modifier la Charte des partis politiques, il faut le faire sérieusement et contrôler, et faire contrôler la loi pour que chacun respecte la loi. Maintenant, en ce qui concerne la finance des partis politiques, tout à l'heure, je vous disais que un parti a les moyens d'État, un parti a les directeurs de société parce qu'ils sont nommés par eux, de ceci ou cela, donc je vais être trivial en disant ils sont pleins aux as, tandis que l'opposition crève la faim. Ils n'ont aucun moyen. Vous voulez contrôler quoi? Les Togolais avec 35 ou 37 000 francs par mois ne peuvent même pas cotiser 100 francs par mois pour aider un parti politique. Vous voulez contrôler quoi? Vous savez, on utilise la finance, on utilise tous les moyens pour empêcher les partis politiques de l'opposition d'avoir le minimum vital pour pouvoir fonctionner. L'État ne subventionne pas les partis politiques. Et quand vous allez voir les entreprises, ainsi de suite, personne ne veut vous aider, ayant peur qu'il y ait des sanctions. Vous-même, journaliste, vous savez, si vous n'êtes pas très gentil, vous avez des difficultés à obtenir de la publicité de certaines sociétés. Nous le savons. Si vous vous montrez un peu trop libre, on vous coupe les vivres, parce que vous vivez de publicité. Certaines sociétés ne vous donneront pas de la pub, parce que vous n'êtes pas dans les rangs. Et pour les partis politiques, c'est pire. Alors qu'on veuille contrôler un rien, un zéro pointé, je ne sais pas comment il faut faire. Bien, nous allons observer une pause, M. Dupuis, avant de reprendre la suite de cette émission. La pause pour les annonceurs. Rétro 7, c'est le condensé de l'actualité de la semaine. Rétro 7, c'est la revue de presse, c'est aussi le décryptage, l'analyse des principaux événements de la semaine avec un ou plusieurs invités. Rétro 7, c'est tous les samedis de 10h à 11h30 sur Victoire FM, une présentation de Delago. Rétro 7, un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous aucun prétexte. Toujours au studio pour la suite de cet entretien, je rappelle que l'invité de Rétro 7 de ce matin est le conseiller spécial du président de l'ANC, Éric Dupuis. Il est le chargé de la communication et le porte-parole de l'ANC.
Avant de poursuivre notre entretien, Hervé Essé nous rappelle certains des événements qui ont fait la une de l'actualité de cette semaine au Togo. Le conseiller spécial du président du MPDD, Paul Messiague-Betor, a recouvré la liberté après 9 mois de prison sur les 24 requis contre lui. Arrêté le 17 mars 2021, Paul Messiague-Betor était notamment accusé de diffusion de fausses informations et d'outrage aux autorités publiques. Libération également cette semaine du journaliste et directeur de publication du quotidien Forum de la semaine, Dimas Djigodo, incarcéré dans le cadre de l'affaire dite de trading. Notre confrère a bénéficié mercredi d'une remise en liberté sous caution par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lomé. Jean-Baptiste Komlandilan, alias Dimas Djigodo, a été arrêté en septembre 2021 et gardé à la direction centrale de la police judiciaire depuis lors. La journée mondiale de la radio a été célébrée dimanche dernier autour du thème « Radio et confiance ». Cette journée a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. Au plan mondial, la radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés. Des chirurgiens venus de plusieurs pays dont le Togo ont été formés pendant 7 jours sur le module universitaire de la chirurgie de guerre. Ce module, une première, vise à les rendre compétents dans la prise en charge des victimes de guerre dans le contexte actuel de menaces terroristes. Professeur David Osset, représentant le doyen de la faculté des sciences de l'université de Lomé. Merci au CAMES d'avoir, je crois, pris la bonne mesure de cette formation, d'en avoir saisi l'importance pour en faire un module diplômant, qualifiant pour les professionnels de santé que nous sommes. Des écoles sans table-banc, il en existe toujours au Togo. Aujourd'hui, le gouvernement prend les choses en main. 20 000 tables-bancs ont été dispatchés aux établissements scolaires à travers le pays. Objectif, offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves ainsi qu'aux corps enseignants. Et puis, belle prestation des éperviers dames jeudi au stade de Kégué. Victoire de 2-1 sur les Panthéraises du Gabon. 29e minute, ouverture du score par les Togolaises. Égalisation à la 59e minute par les Panthéraises. Dans les arrêts du jeu, Nimtema Odette a donné la victoire au Togo pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Match retour mercredi prochain à Libreville. Et c'est depuis le conseil du président du MPDD, Paul Messiague-Betor, a retrouvé la liberté après 9 mois de prison. Avant lui, 2 militants du PNP avaient également recouvré la liberté avant que d'autres militants du même parti ne soient arrêtés. Et puis, libération il y a quelques jours également du journaliste Dimas Djigodo. Une réaction à ces libérations et aussi à ces nouvelles arrestations? L'ANC ne peut que se féliciter de ces libérations. L'ANC l'a maintes reprises exigé, demandé, et d'ailleurs c'était l'une des conditions que nous avons formulées dans nos propositions pour la CNAP. C'est ce que nous avons appelé dans nos propositions les propositions d'apaisement, les mesures d'apaisement que nous avons souhaitées. Donc si cela commence, là je parle des hommes politiques. Pour M. Messiague-Betor, nous avons sorti un communiqué d'ailleurs en ce sens, et pour les autres membres du PNP, nous demandons au gouvernement de faire un effort pour qu'il n'y ait plus de détenus politiques au Togo. Ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour la paix. Tout à l'heure, vous me demandiez quelles sont les mesures pour avoir la paix, l'apaisement au Togo. Ce sont des mesures qui nous tiennent à cœur. Je vous avais parlé tout à l'heure des réformes politiques, notamment en ce qui concerne le cadre électoral, mais également l'apaisement politique, parce que c'est totalement inadmissible qu'on puisse parler de dialogue, comme le souhaite le chef de l'État, quand on maintient des hommes et des femmes en prison pour leurs opinions politiques. Ça, là-dessus, l'ANC a toujours été clair. Nous avons payé un lourd tribut à cela. Vous vous souvenez le nombre de personnes arrêtées, emprisonnées au sein de l'ANC. En 2013, lors des incendies, moi-même j'ai été inculpé pour avoir été le responsable de l'organisation de ces incendies, vous vous imaginez, et que j'avais fait du guillis pour que les gens disparaissent et réapparaissent. C'est complètement loufoque, mais c'est ainsi. Et
dans ces histoires-là, il y a des gens qui ont fait de longs mois en prison, voire des années. Monsieur Kwame Monti, l'ancien député, a fait des années en prison. Il est toujours sous le coup de l'inculpation. Le président national est toujours sous le coup de l'inculpation. L'ancien député, il y a plusieurs anciens députés. Il y a le chauffeur de monsieur Jean-Pierre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je ne peux pas oublier l'un des nôtres qui est décédé en prison, laissant femmes et enfants. Donc, monsieur Alphonse Kogo, il a fait la prison. Nos amis du PSR qui ont fait la prison, ainsi de suite. Et ce n'est pas bon. Et nous disons qu'il faut que cela s'arrête. Et que ceux qui sont inculpés, ceux qui restent inculpés, on puisse soit les juger, ou alors enlever ces inculpations, parce que ce sont des épées de Damoclès qui sont sur la tête de ces hommes politiques. C'est ça la stratégie utilisée par le régime. Donc, c'est normal que cela soit condamné. En ce qui concerne votre confrère, je ne connais pas le fond de l'affaire. Ce que j'ai compris, ce n'est pas dans le cadre de ses responsabilités journalistiques qu'il a été inculpé. C'est une affaire de trading. Donc, moi, je ne rentre pas dans les affaires que je ne maîtrise pas. Maintenant, en tant qu'ancien responsable de banque, le trading est quelque chose qui est normal dans un pays évolué où il y a des règles. Si le gouvernement estime que le trading au Togo pose problème, il appartient au gouvernement de mettre des structures adéquates, des structures de contrôle financier pour que des détournements ne se fassent pas dans cette affaire. Le trading, c'est quoi? Vous confiez votre argent à un trader qui achète des valeurs sur le marché international, que ce soit des actions, des obligations, ce qu'on appelle les valeurs mobilières, de l'or, des devises, ainsi de suite, et qui les revendent, et on dégage soit des intérêts, si ce sont des obligations, ou des plus-values, et ce sont ces plus-values qui font que vous êtes rémunéré. Donc il y a une présence sur le marché, il y a un suivi de la fluctuation internationale, et on peut changer de marché au fur et à mesure que l'on veut, dans l'intérêt des clients. Mais il y a aujourd'hui ce système galvaudé sur les marchés, il y a des marchés virtuels où des gens se font plumer, vider. Même en France, ça existe et pourtant il y a une réglementation énorme. Et vous lisez souvent en Europe demandant aux gens de ne pas se fier aux traders en ligne, mais de se fier aux traders qui sont liés à une banque, à une institution financière, qui sont soumis au contrôle des institutions financières. Or, apparemment, cela n'existe pas au Togo. Si cela existait, il n'y aurait pas eu tant de milliards qui auraient été détournés. Et ça, je dis bien aurait, parce que je ne maîtrise pas, je ne parle que du trading. Oui. Le trading n'est pas en soi quelque chose de mauvais, mais ça a besoin de contrôle, ça a besoin d'être encadré pour pouvoir assurer les investisseurs. Oui. Si vous investissez votre argent quelque part, c'est pour pouvoir en tirer une certaine rémunération. Donc il faut que ce soit des gens non véreux, des gens sérieux qui font ce travail. Cela ne met pas en doute ceux qui l'ont fait au Togo, mais je dis que la responsabilité incombe à l'État et notamment au ministère des Finances. Yeah. Un mot des exilés à présent. Qu'est-ce que l'ANC, après avoir parlé des prisonniers, on va dire un mot des exilés, et qu'est-ce que l'ANC est prête à faire aujourd'hui pour le retour des exilés? Notamment, il y a Monseigneur Philippe Fano-Kokodjiro, Tipi Achadam, pour ne citer que les plus célèbres. Vous savez, pour nous, il n'y a pas de célèbres ou de pas célèbres. Je ne jugerai pas de l'opportunité de l'exil, du choix de l'exil de telle ou telle personne.
Vous savez, quand vous parlez des exilés, il y a des exilés économiques aussi. Hein. Moi, j'ai vécu pendant 40 ans en France, j'ai travaillé là-bas, et j'ai beaucoup d'amis qui étaient des exilés politiques et des exilés économiques. Il faudrait, et Non, je parle des exilés politiques, évidemment. Mais les exilés économiques aussi. Vous savez, quand un avion part, s'envole et qu'il y a un jeune africain qui se met dans le train d'atterrissage pour pouvoir fuir la misère dans son pays, c'est aussi grave. Oui, absolument. C'est aussi grave. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la région parisienne, il y a plus de médecins togolais qu'au Togo. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'il n'y a pas de structure pour pouvoir accueillir ces gens. Depuis 60 ans d'indépendance, on n'a pas pu créer, on forme des gens, on crée des universités, mais on ne crée pas des structures d'accueil professionnelles pour ces gens. Les salaires sont insuffisants, le cadre de travail. Tout à l'heure, j'entendais parler le professeur Dessay. Le professeur Dessay, chirurgien, professeur en chirurgie, mais qui travaille parfois dans des structures difficiles. Le professeur Tcholesianou, ils en parlent. L'hôpital de Sylvanus Olympio n'a pas. C'est-à-dire que j'ai des amis médecins en France, hein, des Européens qui me disent « Mais vous avez de très bons médecins togolais. » Mais ils n'ont pas de moyens pour travailler. Oui. Ils n'ont pas de moyens pour travailler. C'est-à-dire que les salles d'opération ne sont pas bien équipées, les chambres pour accueillir les malades ne sont pas bien équipées, ainsi de suite. Donnons les moyens à ces structures de santé pour qu'elles puissent fonctionner. Donnons les moyens à nos jeunes pour qu'ils puissent rester au pays. Donnons-leur les moyens de créer des emplois en créant des entreprises. C'est ça, on retient nos enfants au pays. En ce qui concerne les réfugiés politiques, c'est un choix. C'est un choix, moi je dis c'est un choix. Jean-Pierre Fabre aurait pu être un réfugié politique. Mais est-ce que vous entendez certains dire... Attendez. Oui. Jean-Pierre Fabre aurait pu être un réfugié politique. Et pourquoi il ne l'est pas? Mais parce qu'il a choisi de rester dans son pays. On a cassé sa maison. On a tiré à coups de bazooka sur sa maison. Heureusement qu'il n'était pas là. Sans ça, aujourd'hui, serait mort. On l'a arrêté, emprisonné plusieurs fois. On a cassé sa maison il n'y a pas longtemps. On a cassé sa voiture. On l'a tabassé. Il aurait pu quitter, il aurait pu fuir. Je ne sous-estime pas, je ne critique pas, je comprends, je respecte ceux qui ont choisi les exils. Mais c'est une volonté personnelle. Moi, en 2013, en janvier 2013, on m'a appelé en me disant « quitte le Togo ». Je dis « moi, quitter le Togo pour un crime que je n'ai pas commis, je ne quitterai pas. Ils n'ont qu'à venir me chercher, je suis prêt à aller en prison. » J'assume. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse en disant que je respecte. Je demande à ce que tous les Togolais, quels qu'ils soient, puissent rentrer librement chez eux. Tous, sans exception. Il n'y a pas un grand Togolais ou un petit Togolais. Tous, sans exception. Que ce soit des exilés politiques ou des exilés économiques, qu'il y ait une liberté à chaque Togolais de rentrer chez soi. Mais en ce qui concerne l'exil politique, c'est un choix. C'est un choix. Bien. Alors, le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, pour parler encore d'un autre journaliste, aurait porté plainte contre Bonero Lawson, l'ancien directeur de publication du journal La Nouvelle, qui ne paraît plus dans les kiosques. Alors, confirmez-vous l'existence de cette plainte? Et si oui, et quelles en sont les raisons? Moi, je me félicite que M. Bonero Lawson Bitum ait pris la responsabilité de publier sur les réseaux sociaux son assignation. Donc, dedans, vous avez tous les chefs d'accusation. Monsieur Jean-Pierre Fabre dit
que M. Lawson Betoun Bonero a porté atteinte à sa dignité, à son honneur. Et quand vous lisez tout ce que M. Lawson a écrit sur M. Fabre, je dirais que c'est ignoble. Ce n'est pas le travail d'un journaliste. C'est des insultes. C'est des supputations, c'est des montages grossiers. C'est pour détruire la personne. Et ce n'est même pas fait dans le cadre de ces activités journalistiques. C'est fait sur les réseaux sociaux. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous avons des familles. Nous avons notre honneur à défendre. C'est inadmissible. Vous savez, moi qui suis en face de vous, un journaliste, le 23 janvier 2020, a fait la une de son journal avec ma photo. Cet homme est dangereux. Quand vous lisez le texte, c'est une page d'insultes. Je suis comme un Vietnamien affamé, maigri. Mais des insultes, des choses qui sont totalement inadmissibles, c'est-à-dire impensables. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à ce monsieur pour qu'il me... Et il termine en disant que je suis comme un microbe dangereux. J'aurais pu porter plainte. Des insultes, il n'y a rien de concret dans des insultes. J'aurais pu porter plainte. Et pourquoi vous ne l'aviez pas fait? Je ne l'avais pas fait parce que on était le 23 janvier 2020, on était déjà en pré-campagne pour la présidentielle. Et il y avait déjà la confusion dans la tête des électeurs. Ce serait en rajouter. Aujourd'hui, il aurait fait qu'il serait devant les tribunaux. C'est par souci de respect par les populations qui étaient déjà préoccupées par les mensonges qui étaient racontés sur Jean-Pierre Fabre par Monseigneur Podo et consorts que je m'étais abstenu. Ce n'est pas un travail de journaliste. Or, Monsieur Agbo, j'avais des relations cordiales avec l'auteur de ces vomissures. Monsieur Agbo, oui, si je me permets de vous appeler pendant vos vacances à l'étranger pour vous annoncer le décès de mon père, c'est que j'ai un certain respect ou amitié pour vous. Et si je me permets de vous envoyer le faire-part du décès de mon père ou d'un de mes parents, c'est que j'ai de l'amitié et un certain respect pour vous. Je n'irai pas vous traîner dans la boue de cette manière-là. Pourquoi porter plainte? On porte plainte parce que quand ces vomissures sont envoyées sur les réseaux sociaux ou écrites, la vie continue pour ces informations-là. Aujourd'hui, on dit pourquoi M. Fabre ne saisit pas la HAC? Pourquoi la HAC ne s'est pas saisie des insultes, notamment en ce qui concerne le journal dont je vous parlais? Pourquoi l'OTM ne s'en est pas saisi, n'a pas condamné cela? Quand on insultait M. Fabre, on raconte que sa mère était la maîtresse de M. Nyasibé Yadema. Pourquoi la HAC, l'OTM et consorts n'ont pas réagi? Pourquoi? Et aujourd'hui, parce que M. Fabre a réagi, on dit « Ah, ce n'est pas beau ». Vous savez, tout dernièrement, j'écoutais une audio sur les réseaux sociaux, une audio provenant, paraît-il, d'un journaliste qui disait « Ah, moi, j'ai l'ANC à travers la gorge, me les douzounons, mais je vais les avoir. » Il nous a bien insultés. Ils sont égoïstes, prétentieux. Il dit « Je suis à l'église, sinon, mon Dieu, je suis... » Il nous a bien insultés. Et puis, dans ses explications, il dit « Voilà, moi, je les avais soutenus, on les avait soutenus. Mais quand les 9 députés
ont touché 500 millions, ils n'ont même pas pensé à nous. D'abord, jamais les députés, les 9 députés exclus de l'Assemblée nationale n'ont touché 500 millions. Que dit exactement la décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Il dit, au fond, dit qu'il y a violation par l'État du Togo du droit fondamental des requérants à être entendus tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En conséquence, ordonne à l'État togolais de réparer la violation des droits de l'homme des requérants et à payer à chacun le montant de 3 millions de francs. Mais les dépenses à la charge de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on condamne l'État togolais à réparer la violation des droits. La violation des droits, c'est quoi? On les a renvoyés, ils étaient élus pour 5 ans. Ils ont été élus en 2007. Ils ont été renvoyés en 2010. En 2010, il leur restait 2 ans à courir. Or, ces hommes et ces femmes, certains sont venus de très loin pour venir rester à Lomé à cause de leurs obligations législatives. Et quand ils viennent ici, ils prennent une maison. Ils louent une maison. Ils mettent leurs enfants à l'école. Ils achètent une voiture. Vous prenez un enseignant qui gagne à peine 80-100 000 francs, ce sont des charges qui sont énormes pour lui. Il va aller à la banque, emprunter de l'argent. Il lui faut une voiture pour pouvoir retourner dans sa circonscription électorale régulièrement. Et quand, du jour au lendemain, on coupe ses ressources financières, la banque ne lui fait pas cadeau. Il y a le capital restant dû qui reste dû. Il y a les intérêts qui continuent à courir. Ça veut dire que ce que demande le tribunal, la Cour de justice de la CEDEAO, c'est que ces frais, ces droits, ces salaires soient payés. 2 ans de salaire. Mais en réalité, l'État n'a payé qu'1 an de salaire. 1 an de salaire. Si vous prenez, à l'époque, je crois que le salaire d'un député devait tourner autour de 700-800 000 francs. Je passe à 1 million. Supposons que ça soit 1 million avec les frais. Ça fait 12 millions au maximum. Ça fait 12 millions. 12 millions, c'est ça, c'est 100 millions. Même si vous multipliez par 9, ça vous fait 108 millions. C'est ça, c'est ça. Et les 3 millions qui sont à payer en plus, d'abord, on n'a payé qu'1 an au lieu de 2. Les 3 millions de dommages et intérêts qu'on devait ajouter à chacun n'ont jamais été versés. Et les dépenses ne sont toujours pas payées. Un journaliste dit qu'on a versé 500 millions à l'ANC et qu'ils n'ont rien touché. Et si j'avais porté plainte contre cette personne pour diffamation, pour demander à ce que cette personne aille porter la preuve devant le tribunal qu'effectivement on a touché 300 000 et 500 millions, vous allez dire que j'ai commis un crime? Vous savez, non, c'est très important, je vais continuer. Vous savez que pourquoi on a ce droit de pouvoir porter plainte? Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Le journaliste est un citoyen comme tout autre. Vous avez un code de la presse qui vous protège. Mais vous êtes soumis au code pénal, comme tout citoyen. Si un journaliste gifle un individu dans la rue, demain, il va comparaître, comme tout citoyen. Quand vous me dénigrez, vous m'insultez, vous me traitez de tous les noms. On dit, ah, il faut régler ça à l'amiable, faites ça. Mais vous avez déjà commis le crime. Ça circule sur les réseaux sociaux, c'est dans les journaux. Demain, dans 10 ans, dans 15 ans, moi je ne serai peut-être pas là. Un individu va ressortir ça à mon fils. Mon fils n'aura pas d'argument, puisque vous avez réglé ça à l'amiable. Puisque vous avez fait taire ça avec l'OTM, ainsi de suite. Mais, si vous avez saisi la justice,
pour laver votre honneur, le jour où un individu mal pensant apporterait de tels se fondant sur ces vomissures, attaquerait un de vos enfants, l'enfant lui dira, voilà le jugement qu'a rendu le tribunal de Lomé. Oui. Et puis on entend dire, mais M. Fabre... Oui, monsieur Dupuis, avant Bonero Lawson, d'autres acteurs politiques ont porté des accusations similaires contre le leader de l'ANC. Et des gens se demandent pourquoi le président de l'ANC n'a jamais tenté un procès contre ceux-là, et c'est seulement aux journalistes... Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Ce n'est pas M. Lawson Bethune Bonero seul qui aurait dû être convoqué devant le tribunal. Il devait être minimum 3. Ce sont les circonstances qui ont fait que M. Fabre a préféré ne pas le faire pour certains. Ce sont les circonstances qui ont fait que M. Fabre n'a pas jugé utile de faire la même chose pour certains. Mais, dès la première occasion, ce sera fait. Maintenant, vous me posez la question sur d'autres personnes. Vous voulez parler d'un chef de parti politique. Tout le monde dit, quand certaines personnes viennent sur les radios, bon, vous ne les recevez pas, je vous en félicite, pour insulter, pour raconter des histoires. On vous dit, oh, laissez tomber ça là, vous savez que c'est un fou, il raconte n'importe quoi. On l'a accepté pendant longtemps, maintenant on ne l'acceptera pas. On a voulu porter plainte contre Monseigneur Koudrou. On avait dit, ah, les populations ne comprendraient pas. Ah, c'est un évêque, c'est un archevêque, ainsi de suite. On aurait dû le faire. On aurait dû le faire. Ça aurait permis au peuple togolais de mieux comprendre la situation qui prévaut aujourd'hui. Vous me demandez tout à l'heure, pourquoi cette léthargie de l'opposition? Peut-être que ça aurait permis de mettre au grand jour la source de cette léthargie. Bien. Et le temps, nous sommes pris par le temps. Et une dernière question, ça c'est la CAN féminine. Les Togolaises ont battu la dernière fois leurs homologues du Gabon. Et s'ils arrivent à remporter le match retour qui se jouera certainement mercredi prochain au Gabon, et elles seront qualifiées pour la CAN 2022 au Maroc. Alors, vous me posez une question qui me réjouit. Je crois que l'une des personnes qui est certainement très heureuse, parce que je suis sûr qu'elle a suivi ce match, c'est Jean-Pierre Fabre. C'est un amoureux de sport et il est incollable sur le sport. Et au nom de mon parti et au nom du président national, je félicite nos dames oui, qui ont fait un match très 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 brillant, 2-1 contre le Gabon, et je leur souhaite bon vent pour mercredi prochain. Nous allons les suivre et je demande aux populations togolaises de prier pour elles, de les soutenir, parce que je les vois encore plus loin, je les vois au Maroc et je les vois, pourquoi pas, je préfère me taire, hein? Et je leur souhaite beaucoup de courage et nous leur disons que nous les aimons beaucoup, qu'elles continuent à tenir haut le flambeau du peuple togolais, notamment en ce qui concerne le football. Merci M. Dupuis. Je ne sais pas si nous aurons le temps de commenter l'actualité internationale, mais de toute façon, Hervé, comme Anani Vidirakou nous rappelle quelques événements qui ont fait l'actualité internationale cette semaine. Du président du MPDD, Paul Messia-Guettor, a recouvré la liberté après 9 mois de prison sur les 24 requis contre lui. Arrêté le 17 mai 2021, les troupes françaises et leurs partenaires vont quitter le Mali d'ici 6 mois. L'annonce a été faite jeudi par le président Emmanuel Macron. Un retrait de l'armée française qui s'annonce après 9 ans d'engagement au Mali. Pour Macron, la France ne peut plus continuer à coopérer avec un pays dont les dirigeants ont un agenda caché. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. Quelques réactions après cette annonce du président français. On a compris que la France n'est pas notre solution. Ils ont fait de leur mieux.
si le président français a décidé de plier ses bagages de chez nous, nous sommes très fiers de ça. Malgré qu'on n'a pas vu d'impact, mais en partant, ils vont laisser un vide dans le Sahel. Ils sont là pour la sécurité du pays. Mais malgré tout ça, ça ne donne pas un résultat favorable. Pourquoi ne pas chercher un autre partenaire? Pourquoi pas la Russie? Nous devons mettre en tête que tôt ou tard, ces gens-là finiront par partir. Donc c'est à nous vraiment de prendre notre destinée en main. Si le salut du peuple malien réside dans ça, il faut faire avec. Faire partie de la France, faire venir, je ne sais pas, c'est des Russes ou encore c'est des mercenaires, je pense que c'est pratiquement la même chose. Si notre sécurité allait être assurée par nous-mêmes, sans d'autres forces étrangères, là j'allais taper ma poitrine parce que ça va être au moins une fierté pour moi. Les futures relations entre l'Afrique et l'Europe étaient au menu du 6e sommet UE-UA les 17 et 18 février à Bruxelles, en Belgique. 40 chefs d'État africains et 27 dirigeants européens ont pris part à ce sommet qui a touché divers domaines tels que la santé, l'éducation, la paix, la gouvernance et l'électricité. Ce dernier secteur sur lequel le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a insisté. Pour un continent en retard sur le processus de développement et dont plus de 600 millions d'habitants vivent encore dans l'obscurité, la priorité pour nous, Africains, très clairement, c'est l'accès universel à l'électricité et l'industrialisation du continent. Et sur ce point, nous attendons beaucoup de ce sommet. Il ne faut pas de langue de bois, mais sur les grandes attentes de l'Afrique, nous attendons sur la question énergétique, sur la transition énergétique. Je vous l'ai dit, 600 millions d'Africains sans électricité. Le continent a besoin d'électricité. Le continent a besoin de valoriser ses ressources naturelles. On attend de l'Europe une solidarité sur ce point très précis. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est désormais officiellement le président du Burkina Faso après son coup d'État du 24 janvier. Il a prêté serment mardi devant le Conseil constitutionnel pour diriger le pays jusqu'à la fin de la transition. Il compte œuvrer avec sobriété pour l'intérêt supérieur des Burkinabés. Je mesure la charge et la gravité des responsabilités qui me reviennent. Je comprends les enjeux et je sais les attentes. Dans l'esprit des aspirations de notre peuple, je m'engage à gouverner par l'exemple et dans la sobriété, loin du faste des temps de paix. Le succès, seule issue envisageable à mon sens, ne sera pas le mien, mais celui du peuple burkinabé tout entier. Dans la logique de sa tradition d'ouverture, le Burkina Faso réitère sa disponibilité à travailler en toute souveraineté avec tous les partenaires dans le respect mutuel. Et puis, les Libériens, avec à leur tête le président George Weah, ont célébré lundi les 200 ans d'existence de leur pays. Les festivités se sont déroulées à Monrovia, la capitale, et plusieurs chefs d'État, dont le président togolais Faure Essazina Gnassingbé, ont pris part à la célébration. Nous n'aurons pas le temps de commenter toutes ces informations. Mais je vais quand même poser une dernière question. La France a annoncé le retrait de ses troupes du Mali. Et faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter, M. Dupuis? La question ne peut pas être posée comme ça. Je pense que nous devons, nous, responsables politiques, suivre de près ce qui se passe au Mali. Le Mali a fait un coup d'État militaire, à cause de la partition du territoire, à cause des difficultés que l'armée avait pour se battre contre les djihadistes. Donc, c'est un coup d'État soutenu par les populations. Personnellement, en tant que démocrate, je ne comprends pas un coup d'État militaire. Le militaire doit à sa place dans les casernes. Ce n'est pas de régler les problèmes politiques. Mais apparemment, au Mali, ce n'est pas seulement des problèmes politiques, mais des problèmes militaires qu'il fallait régler. Maintenant, le départ de la France du Mali, ce qui me gêne un peu, c'est l'explication que donne le président Macron, qu'ils ne peuvent pas soutenir un gouvernement de fait. Je suis désolé. Ils disent illégitime. Illégitime. De fait et illégitime. Je suis désolé. Est-ce que c'est le seul gouvernement illégitime, de gouvernement de fait, que la France a soutenu ou soutient encore?
suivez mon regard. Merci. Bien, une dernière question. Il se dit que il se pourrait que les troupes françaises qui vont quitter le Mali soient réparties dans d'autres pays de la sous-région, et on parle aussi du Togo. Est-ce que vous êtes d'accord que le Togo reçoive des éléments, des soldats français sur le territoire togolais? Oui, ainsi. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. J'attends de voir. Et puis, bon, répartir. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous savez, on voit les coups d'État. On a vu les coups d'État de la Guinée, qui n'est pas dû à la guerre, le djihadisme, mais à un troisième mandat du président Condé. Nous sommes au troisième mandat, peut-être un quatrième, peut-être un cinquième bientôt, puisque comme le père. Mais bon, on n'en est pas encore là. Ça ne choque personne. Au Mali, comme au Burkina, les militaires invoquent l'incapacité du gouvernement civil à gérer ces agressions extérieures. Maintenant, est-ce que les militaires au pouvoir sont à même de gérer au mieux dans l'intérêt des populations ces conflits de manière à protéger les populations? C'est une question qu'on doit se poser. Le Togo n'est pas encore confronté à cela, le Bénin non plus. Est-ce que la présence d'une force étrangère... Mais le Bénin a subi quelques attaques, et même le Togo aussi. Oh, le Togo, non. On n'a pas vu grand-chose. Hein. Généralement, on voit toujours quelques petites images, mais là, on n'a pas vu grand-chose. Il ne faut pas aller chercher des agressions quand vous ne les avez pas. En faisant en sorte qu'on s'arme, on se protège, on renforce nos structures, est-ce qu'on n'incite pas les autres à venir nous rendre visite? Bien sûr. Puisque vous les combattez ailleurs, s'ils ont la possibilité de venir chez vous pour vous combattre, ils n'hésiteront pas. C'est tout à fait normal. Voilà, monsieur Dupuis, nous sommes obligés de nous arrêter ici, et donc je vous remercie. Notre invité, mesdames et messieurs, ce matin, c'est Eric Dupuis, le conseiller spécial du président de l'ANC. Il est en même temps le chargé de la communication, le porte-parole du parti. Auditrices et auditeurs de Victoire FM, votre fidélité nous honore. Toute l'équipe de Rétro 7 vous donne rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.